Il est l'heure. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Hélas, consultant associé chez Progress Partners. Euh, on est ensemble pour une heure. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinar. Donc, qu'on va avoir le plaisir de co-animer avec Laurent. Laurent, je te laisse te présenter en deux mots. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Donc, je suis Laurent Boisseuil, je suis consultant senior chez Progress Partners et responsable du pôle opérationnel. Voilà, Progress Partners, en quelques mots, c'est un cabinet qui accompagne des démarches d'amélioration continue. On a une vingtaine d'intervenants, consultants et coachs, voilà, et experts du digital. D'où, et là on va revenir sur le sujet, donc on va parler de RPA et Lean. Est-ce que les deux sont compatibles? Dans nos démarches d'excellence, on appréhende l'excellence digitale, qui est pour nous un axe clé. On imagine assez mal, en fait, le fait que le lean soit déconnecté des ruptures technologiques, des potentiels technologiques. Donc la question, c'est comment est-ce que le lean vient se servir, utiliser euh, les approches technologiques digitales au service de la transformation et de la performance et de la satisfaction des équipes et des clients. Voilà, alors on se posera légitimement la question, le RPA est-il compatible avec le Lean? On définira ce que c'est que le RPA, évidemment, au préalable. Euh, Ce n'est pas un webinar qui permet, à un moment, c'est pas un cours de paramétrage du RPA. Hein, il y a d'autres vidéos qui existent. Les éditeurs de logiciels de RPA et les intégrateurs font ça très bien. Et on fait des vidéos qui sont tout à fait accessibles sur Internet si vous en avez besoin. D'accord? Voilà, je propose qu'on rentre dans le sujet tout de suite sur la notion de RPA. Qu'est-ce que c'est? Alors, le RPA, donc on peut vous donner une définition assez synthétique, hein. C'est une forme d'automatisation de tâches. Alors c'est vrai que c'est destiné au départ plutôt aux métiers à forte dimension administrative, mais on verra que ça peut être utile dans bon nombre d'activités. Ça consiste en fait à confier à des assistants virtuels qu'on va appeler des bots, des tâches répétitives qui étaient réalisées auparavant de manière manuelle. Alors, RPA, c'est trois mots, c'est robotique. Alors, qu'est-ce que c'est que robotique? En fait, c'est qu'on va faire euh, réaliser des tâches élémentaires par une entité capable d'être programmée. Alors, on appelait ça peut-être dans le temps un logiciel. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça un robot. Le P, c'est le process. Et dans le terme process, c'est qu'en fait, ça amène cette notion d'une séquence d'étapes qui, in fine, amène à quelque chose qui a du sens, une activité qui a du sens. Donc, on va avoir des tâches élémentaires qui se séquencent les unes après les autres pour arriver à faire quelque chose qui a du sens. Et le A de automation qui vient nous, en fait, on va exécuter cette tâche automatiquement, c'est-à-dire sans l'intervention humaine. Voilà pour ce qui est très rapidement et très succinctement la définition du RPA. Alors, le RPA, c'est assez nouveau, on en parle depuis quelques années, mais il faut savoir que en fait, ça s'appuie essentiellement sur des technologies déjà trouvées, des technologies de capture de données qu'on appelle screen scraping, des technologies de macro. Ces technologies, on les connaît depuis très longtemps sur Excel, par exemple, et la technologie de reconnaissance optique de caractère qui a vu le jour il y a maintenant plusieurs années, peut-être même une bonne dizaine d'années. Donc, en fait, ce sont ces technologies qui sont de RPA. Par contre, ce qui est nouveau, c'est combiné avec des techniques beaucoup plus récentes qu'on appelle des techniques de machine learning ou des techniques d'intelligence artificielle, et c'est là qu'on va parler de bots. En ce qui concerne le marché est mature, hein, des bots et notamment des chatbots. On en rencontre de plus en plus, quasiment tous les jours
dans nos interactions avec la SNCF, par exemple, ou avec des services de sociétés de transport, de sociétés de banque, d'assurance. Ce marché est assez mature et ce qui l'a rendu aussi rapidement mature, c'est que il y a très peu de barrières à l'entrée. Ce sont des technologies relativement peu onéreuses qui sont très simples à mettre en œuvre. Et c'est aussi ce qui va pouvoir nous plaire dans le Lean parce que c'est une sorte de plugué au niveau des interfaces utilisateurs et ce ne sont pas des technologies qui nécessitent de rentrer à l'intérieur du soft ou des technologies natives à un système. Et puis, ce sont des technologies, comme vous le disiez Mathieu, qui sont relativement aisées à paramétrer. On trouve des tutos pour paramétrer les chatbots et ce sont des tâches qui sont aisées, y compris par l'utilisateur du processus. Alors, on va vous donner un petit Laurent, exemple. C'est Mathieu. Oui. ouais, Laurent, deux choses. Merci à Christophe et Emma dans le fil de la conversation hein, d'interagir. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut répondre, commenter, venir poser des questions, etc. N'hésitez pas et ça permet d'être dans l'interaction pendant tout ce webinaire. Apparemment, il y a un problème de son, Laurent. Donc, je ne sais Ah. pas d'où ça vient. Si tu peux te rapprocher du micro potentiellement, ce serait parfait. Ouais, ça va être, voilà, je vais essayer, mais alors je vais vérifier ma connexion. Je suis pourtant en 4G. Écoutez, Bon. c'est ma voix aussi qui est pas agréable, mais c'est que je suis un peu en donc voilà. Mais j'espère que ça va un peu mieux. Voilà, on va faire le maximum en tout cas. Euh, je te laisse, on passe à l'exemple. Oui, le but, c'est de montrer un exemple de RPA en action, parce que là, on a expliqué que c'était une séquence d'activités automatisées hein, à travers un robot virtuel, enfin un robot, pas virtuel, un robot informatique. Hein. C'est une couche, en fait, qui vient potentiellement s'interfacer et avec un certain nombre de logiciels. Alors, quand je dis interfacer, ce n'est pas le bon terme. S'il y a des informaticiens, ils me reprendraient hein, évidemment, mais qui va venir agir comme le fait une personne, avec aller chercher, ouvrir des applications et puis aller chercher des données et puis les transférer d'une application à l'autre pour faire en fait une séquence, un processus qui soit totalement automatisé finalement sans l'intervention humaine. Donc là, l'exemple qu'on va vous montrer, c'est une petite vidéo qui est accessible, vous pourrez aller la revoir sur Internet, hein, qui a été créée par UiPath, qui est un des éditeurs de logiciels de RPA. Et cette application, on va le voir, met en œuvre, enfin cet exemple met en œuvre cette application en parallèle. Voilà. Donc je propose qu'on lance la petite vidéo et puis ce qui permet d'illustrer ce que c'est que le RPA en action. Alors, je vais faire le son de la vidéo puisque c'était en anglais et je vais le traduire. Donc, en fait, l'idée, là, on a sept applicatifs en parallèle. Donc, on a Excel avec le CSV, Word, le PDF, les mails, SAP et puis le terminal et puis Salesforce. Tout part d'un fichier Excel. À un moment, on a des noms avec des mails, un numéro SAP, puis un numéro d'identifiant propre à chaque. Et l'idée, c'est l'applicatif, enfin le robot va aller ouvrir le terminal, va aller chercher à travers l'ID la personne, va aller chercher autour de cette personne les datas supplémentaires, va ouvrir Salesforce, va retrouver à travers le mail cette personne-là, va récupérer des données de gestion de frais, va ensuite copier ces frais-là dans un document Word qui sera ensuite transféré, converti dans un PDF qui va ensuite être envoyé par mail à chaque personne. Et enfin, le robot va ouvrir SAP, va aller chercher la personne correspondante, va aller collecter les données de SAP et va mettre à jour les autres systèmes, Salesforce, Excel, etc. Donc là, on le voit en action. Donc, pour commencer, le robot ouvre l'ensemble des applicatifs. Donc, le terminal, Salesforce, SAP, ouvre aux bonnes pages avec les bons logins, puis va faire défiler les pages du terminal jusqu'à trouver le nom de la bonne personne,
en même temps copie à travers l'Excel dans Salesforce l'adresse mail pour retrouver cette personne-là, retrouve les données de gestion de frais, ouvre le Word avec le template qui est déjà pré-rempli et puis vient renseigner les frais dedans, ensuite va dans SAP, retrouve à travers le code SAP de la personne son compte, et puis vient collecter les données. Et dans le cas où le contact n'existe pas, par exemple dans Salesforce, puisque SAP est la référence RH, eh bien, ça vient créer le compte dans Salesforce avec l'ensemble des données SAP, et puis ça poursuit ensuite le processus, une fois que le compte est créé, avec la création du Word, la conversion en PDF, et puis l'envoi à travers le mail. Voilà. Et donc, en fait, à la fin, à travers toutes ces données extraites du terminal et de SAP, on vient renseigner le fichier Excel. Là, il y a l'expression, vous voyez le mail qui est parti. D'accord. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, c'est visible. Hein, quand la vidéo qui est montrée là, ça montre le robot en action. C'est-à-dire que on est capable de filmer le robot en train d'agir. Et en fait, vous voyez, je prends des champs à un endroit, je les copie à un autre, je viens créer un compte en automatique, je viens créer un mail, je viens attacher une pièce jointe à un mail. Vous voyez, en fait, c'est finalement, comme le disait tout à l'heure Laurent, des macros, mais qui sortent du monde Excel, qu'on connaît, hein, ou Access, et on est dans un monde interconnecté avec plusieurs systèmes d'information, voilà, plusieurs applications. Merci Mathieu. Alors en fait, dans quel domaine on peut intervenir? Alors ça va de processus très simples, très basiques, à des processus transactionnels plus complexes qui peuvent être transversaux, interservices et comme on l'a vu, multisystèmes d'information. Les principaux facteurs limitants, ce sont des facteurs de complexité suivants, c'est-à-dire le nombre d'écrans qui vont être impliqués dans le processus, la variabilité des scénarios. Là, on a vu que on est dans un scénario assez simple et on a à peu près deux alternatives. Soit le contact existe, soit le contact n'existe pas et on le crée. Mais on n'a pas une forte variabilité des scénarios. Évidemment, la diversité des inputs sur l'ensemble du processus est aussi un facteur de complexité. Les textes libres sont quelque chose d'assez compliqué pour le RPA. Donc, à partir du moment où on va avoir des textes libres, on verra que c'est plus compliqué. La structure, ou plutôt l'absence de structure des inputs, est aussi quelque chose qui va plus ou moins complexifier le RPA. Vous avez vu dans l'exemple qu'on vient de voir, le champ du nom est toujours au même endroit, le champ du mail est toujours au même endroit pour Excel, etc. Et puis, plus vous aurez de langages et d'applications différentes, plus le système va être complexe. Donc, un grand nombre de domaines d'intervention, des processus éventuellement complexes, mais avec des facteurs limitants. Alors en complément, oui. Laurent, parce qu'on dit, on dit ça s'applique à des processus transactionnels, complexes, transversaux, interservices, multi-ASI. Évidemment, le but du RPA, ce n'est pas de robotiser et d'automatiser l'ensemble d'un processus de bout en bout. C'est d'aller dans un processus qui peut être transversal, qui fait intervenir plusieurs services, plusieurs systèmes d'information, qui va venir sur des séquences précises automatiser ce qu'on a décidé. Et on reviendra dessus dans le détail un peu tout à l'heure, mais ce n'est pas l'automatisation et la robotisation de l'ensemble de processus transversaux et transactionnels, clairement. Alors, quels sont les domaines d'activité éligibles? En fait, c'est ceux qui n'ont pas les facteurs de complexité qu'on vient de voir. Hein. Donc, ce sont des processus basés sur des règles très définies où on ne va pas faire intervenir de jugement humain. Dans l'exemple qu'on vient de voir, on reporte juste des datas d'un système vers l'autre pour créer un email. On voit bien que si le nom n'existe pas, on le crée, mais on n'a pas à savoir, tiens, ce nom est-il... Est-ce qu'il faut le créer? Est-ce qu'il ne faut pas le créer? À partir du moment où il va y avoir un jugement humain, on va sortir du domaine d'éligibilité du RPA où ça va devenir beaucoup plus complexe. Évidemment, plus le processus va être répétitif, plus ça sera facile. Les inputs, comme on l'a vu tout à l'heure, plus ils seront standards, mieux ça sera. Évidemment, on va mettre en place du RPA sur des processus qu'on ne prévoit
voit pas dans les semaines qui suivent, avec ce petit bémol que justement le RPA a cette particularité par rapport à un système natif, que juste on va pouvoir mettre en œuvre des RPA pour des processus qui sont susceptibles d'évoluer, parce que le paramétrage étant facile, la solution étant assez souple, eh bien, on n'est pas obligé de partir sur un processus qui va être stable pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, mais on va pouvoir faire varier le processus au fur et à mesure, notamment par exemple des exigences clients ou autres. Et puis, il faut que le nombre de cas d'exception soit très faible. Le pourcentage de cas d'exception, bah, c'est ces fameux cas où on devra faire intervenir, par exemple, le jugement humain. Bah, si vous avez de nombreux cas d'exception, le RPA sera difficile à mettre en œuvre. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque Ouais, chose sur ce parfait. slide? Alors, on poursuit. Alors, quels sont les bénéfices du RPA? Ouais, ils sont nombreux. Le premier bénéfice qu'on y voit, nous, c'est la satisfaction des équipes. La satisfaction des équipes par l'élimination des irritants et des tâches sans intérêt. Alors, les irritants, ce sont des tâches de recopie, des tâches de contrôle, qui sont des tâches souvent à faible valeur ajoutée, voire sans valeur ajoutée. Donc ça, c'est un gain pour les équipes. Évidemment, on y voit un bénéfice pour le client, puisque le fait d'automatiser un certain nombre de choses va pouvoir souvent réduire les délais de réponse, par exemple, va apporter moins d'erreurs dans le traitement des données. Et puis, ben, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais on va libérer du temps au personnel, et ce temps qu'on libère au personnel, on va pouvoir le mettre au service du client. D'un point de vue conformité, évidemment, le RPA va nous permettre de respecter à la lettre des aspects réglementaires, avec là encore un nombre d'erreurs probablement diminué. L'avantage du RPA, c'est sa flexibilité aussi quant à, à la capacité à traiter un volume plus ou moins important du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un RPA, il est clair que par rapport à l'embauche d'une personne, à la formation d'une personne, si tout d'un coup le volume d'activité augmente, ben, on va faire tourner le RPA un petit peu plus longtemps. Éventuellement, on le fera tourner la nuit. Et c'est très flexible par rapport au volume. Euh, on l'a déjà dit, hein, au niveau de la qualité, évidemment, on va diminuer toutes les erreurs humaines. Quand on voit le processus qu'on a vu dans le film, on imagine le nombre de fois où on risque de se tromper dans une recopie. Pardon. Et donc, la diminution des erreurs est importante. Et enfin, ben, les tâches étant réalisées soit en temps masqué, soit de manière très, très rapide, on va avoir un gain de productivité. Donc, on le voit, le RPA, applicable à de nombreuses parties de processus, avec des gains importants. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur le RPA. Et on voulait voir un peu si vous avez des réactions par rapport à ça. Euh, Mathieu, je te laisse prendre Ouais, la main. on Je ne l'a vois posé pas. sous une forme de question. Y a-t-il quelque chose qui vous chiffonne dans tout ça, dans ce qu'on vient de vous expliquer sur ce qu'était le RPA et puis les nombreux bénéfices? Et là, vous pouvez intervenir dans le fil de la conversation si vous le souhaitez, évidemment. Parce que nous, il y a des choses qui nous interpellent quand même à travers ça. Donc on attend juste quelques secondes si vous voulez vous exprimer, puis sinon, on vous donnera l'éclairage que nous on a, quoi. Pas de réaction? Après, c'est Non, il n'y a que le nous temps qui peut-être sommes de chiffonnés. noter votre question. Sinon, bah, je propose qu'on avance, quoi. Alors, c'est là qu'on va passer en fait à cette question. RPA et Lean, est-ce que c'est compatible? Alors, Risque on d'erreur. va. Alors attends, il y a Karl Ouais, qui... quels sont les... ouais, merci pour les avantages, quels sont les inconvénients? Alors on va y revenir, on va y venir. Je ne connais pas votre prénom, Plumas. Je ne sais pas si c'est votre nom de code, mais Patrick, merci Patrick. On va y revenir sur les limites ou sur les risques hein, ou les inconvénients, comme on va dire dans une démarche Lean. Euh, et effectivement, les risques d'erreur, bah, en fait, on voit bien qu'à un moment donné, les risques potentiels, Laurent en a parlé, c'est plutôt lié à la complexité du processus automatisé. C'est-à-dire que tant que les champs sont tous les mêmes,
les données sont peu variables, que l'enchaînement des séquences se passe sans variabilité, finalement, ça se passe bien. À partir du moment où on a un problème de champ qui n'est pas exactement conforme, qu'on a un compte qui n'existe pas, une personne, un mail qui n'est pas dans un format mail, parce que ça a été saisi manuellement avant, etc., on voit bien qu'à un moment, le risque, c'est que ça plante, quoi. Hein, et que ça plante, et que si le taux d'erreur qui nécessite une intervention humaine et de plusieurs pourcentages, vous imaginez que des processus automatisés qui en permanence demandent l'intervention d'une personne, en fait, on n'est pas automatisé, quoi. Hein. Donc, en fait, on a l'inconvénient de l'automatisation et l'inconvénient, en fait, on n'a aucun avantage, quoi. D'accord? Donc, voilà, ça c'est un risque majeur, c'est d'essayer d'automatiser des choses qui sont variables, quoi, hein, ou d'automatiser des données qui ne sont pas fixes et des choses voilà, qui ne sont pas, qui nécessitent l'intervention des hommes, d'accord? Ou lorsqu'il y a un jugement à apporter. Hein. En fait, tous les critères que Laurent a présentés tout à l'heure sont des critères de soit on peut y aller, soit il ne faut surtout pas y aller. Hein. Mais il y a d'autres inconvénients qu'on verra un peu plus tard. Alors, justement, l'INRPA. Alors, on va démarrer par un petit film qui est très court, vous allez voir, et c'est parti. C'est presque parti. Ah, Voilà. Donc pour donner le contexte, ça c'est une usine Toyota et il y a un retournement de pièces métalliques. Et la réponse dans beaucoup d'entreprises pour ce type d'activité, si on veut l'automatiser, ce serait de mettre un robot de ce type-là. Et ça, c'est la réponse que Toyota a apportée en fait. Et donc vous voyez les petites barres là qui sont en fait, qui font office de retourneur et qui se sert finalement du mouvement. Alors la vidéo n'est pas de très bonne qualité et c'est un peu haché, et qui se sert en fait de la force du mouvement qui existe déjà à travers le convoyeur pour retourner la pièce. D'accord? Donc euh, on voit bien à travers cette illustration-là le côté c'est quoi la robotisation, c'est quoi l'automatisation et qu'est-ce qui est clé dans la robotisation et l'automatisation. Si on est capable d'automatiser un retournement avec juste les petites pièces là, les trois griffes qui permettent à travers le convoyeur de retourner la pièce, faut-il vraiment investir dans un robot, un bras type Fanuc qu'on a pu voir on ne pense pas. En tout cas, Toyota ne le croit pas. D'accord. Voilà. Donc, la clé, là, pourquoi on vous montre ça, c'est que ça, c'est des robots qu'on est capable de voir. D'accord. Dans l'industrie, les robots sont visibles. C'est des robots jaunes qu'on voit un peu partout. Dans le cas d'un RPA, le robot n'est pas visible. Sauf si on va voir, comme on l'a montré tout à l'heure dans la petite vidéo d'un RPA en action, ça ne se voit pas. Donc le risque, ce serait de faire un robot jaune, d'accord, RPA, juste pour être capable de retourner une pièce, alors qu'on pourrait le faire avec trois petits brins. merci Mathieu. Alors justement, ouais, tu as parlé, moi je parlerai pas d'inconvénients, mais plus de risques. Et effectivement, on va vous montrer la diapo suivante. Le risque, c'est d'automatiser le processus d'en haut. Et en fait, on ne pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre le Lean et le RPA, mais la première chose à faire pour nous, c'est de vérifier que le processus a déjà été optimisé. Parce que optimiser le processus du haut, alors que le processus du bas suffirait largement, ben, on voit bien qu'il n'y a pas un intérêt majeur. Et c'est le premier, je dirais, c'est le premier écueil auquel on peut être confronté, c'est de prendre un processus qu'on a l'habitude de faire, mais qu'on fait de manière routinière avec beaucoup de non-valeurs ajoutées et d'essayer d'automatiser ce processus. Donc, pourquoi pas automatiser à condition que ça nous serve à éliminer les gaspillages. En tout cas, en première partie, ça nous serve à éliminer les gaspillages. Alors, tu peux me permettre, Je te permets. Laurent, si tu reviens sur le... Il y a un point clé sur la page d'avant, c'est que euh, quand on automatise
à travers du RPA, le processus au-dessus, là, qui est non optimisé, on pourrait se dire ça ne se voit pas et ça coûte rien. Oui. D'accord? Bah ouais, mais c'est juste du paramétrage. Bah déjà, c'est le temps de paramétrage. Ça, c'est la première chose, hein, et c'est pas la même chose de paramétrer le RPA d'une séquence non optimisée que le paramétrage d'une séquence optimisée, évidemment. Et puis, ça coûte du calcul. Il faut savoir que le modèle business des RPA, c'est un moment de vendre un robot avec une capacité de calcul sur un temps donné. Donc, tant qu'on fait des calculs qui sont inutiles, bah, c'est quelque chose qu'on paye qui n'a pas de valeur, d'accord? Donc ça coûte. Et puis ça coûte en termes d'impact, c'est-à-dire que plus le processus est complexe, plus il y a de risques d'aléas, de variabilité, comme on l'a vu tout à l'heure, et plus il y a le risque que le processus automatisé ne fonctionne pas, d'accord? Et que finalement, la solution qu'on met en œuvre soit en permanence dégradée et du coup ne porte pas les fruits qu'on attendait. Merci. Effectivement, donc ce que je disais, c'est que pour nous, le RPA doit être l'occasion, la mise en place d'un RPA doit être l'occasion d'éliminer 3 gaspillages. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent le terme de MUDA, qui est en fait ce qu'on appelle, nous, l'inutile. Mais il y a 2 autres gaspillages qui s'appellent le MURA et le MURI, qui sont les problématiques de variabilité et les problématiques de pénibilité et d'irrationnel. Typiquement, le RPA, on l'a vu hein, dans ses bénéfices, est capable de venir travailler sur les MURI pour les équipes, c'est-à-dire d'éliminer des tâches pénibles. Alors là, on n'est pas dans des tâches pénibles, physiquement pénibles hein, dans ce genre de processus, mais on peut être sur de la charge mentale inutile, du stress, du travail qu'on finit par faire automatiquement et donc qui vont conduire vers des problématiques d'absentéisme ou autres, voire plus graves. Donc première chose, capacité à éliminer du MURI, mais aussi travailler sur les processus pour les rendre moins variables, puisque comme on a vu que les inputs doivent être le plus standard possible, ben, on va travailler sur comment rendre nos inputs standards, et là on va diminuer la variabilité, et puis enlever toutes les tâches à non-valeur ajoutée qu'on pourra enlever. Donc, premier point, oui au RPA, à condition de démarrer sa mise en place par une vraie introspection de nos processus, de manière à éliminer l'ensemble des gaspillages. Le deuxième point, pour nous, c'est que le RPA doit être mis au service de la satisfaction client. Alors, on a essayé de vous faire un petit schéma. Vous voyez, enfin, quelques petits schémas. Vous voyez en bas à gauche une journée de travail d'une personne. Cette journée de travail, en général, elle se répartit en 3 types d'activités. Des activités à forte valeur ajoutée, des activités à valeur ajoutée, mais qui n'ont pas d'intérêt majeur et qui sont répétitives, irritantes, etc. Et puis souvent, la majorité de nos journées qui sont consacrées à faire des activités à non valeur ajoutée. La première chose qu'on propose, nous, dans la mise en place d'un RPA, c'est d'aller travailler sur cette partie de non-valeur ajoutée pour l'optimiser. Donc, on voit bien que cette zone rouge va diminuer, on va optimiser. C'est les processus, les 2 processus qu'on a vus hein, quand on a démarré cette séquence. C'est soit ce processus assez linéaire ou le processus du dessus qui était assez tortueux. Et on va optimiser cette NVA. Et dans cette non-valeur ajoutée, on va essayer d'en donner. Alors, l'idée, c'est de tendre vers 0, mais on sait que c'est compliqué et qu'on y arrive, mais petit à petit. Et donc, cette non-valeur ajoutée optimisée, on va essayer d'en donner la majeure partie au robot. Et puis, ce qu'on va donner au robot aussi, c'est la partie grise, c'est-à-dire toutes ces tâches à valeur ajoutée, mais sans intérêt, répétitives, irritantes, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que sur le temps de travail disponible de l'humain, eh ben, il va rester ces tâches à forte valeur ajoutée, et ça, il n'est pas question d'y toucher. Il va rester un peu de non-valeur ajoutée, parce que on a du mal à tout faire disparaître du premier coup, mais on voit apparaître ces 2 zones bleues qui sont autant de temps disponible. Eh bien, ce temps disponible, pour nous, il est impératif de le consacrer, en particulier à la satisfaction du client en développant plus de tâches à valeur ajoutée, c'est-à-dire que eh ben, ça va rendre
des personnes plus disponibles au téléphone, par exemple, pour des cas que le robot ne pourra pas traiter. Ça va donner la capacité à une entreprise à donner de nouveaux services aux clients, etc., etc. Donc là encore, RPA, bien sûr, pourquoi pas, c'est intéressant, à condition que le temps disponible soit réinvesti au service du client. Alors, en Oui, complément, Laurent, évidemment, on voit bien qu'on touche la dimension humaine, c'est-à-dire que pour être capable de transformer ces zones bleues-là, ce temps disponible en vert, bah, il y a certainement du développement de compétences et probablement de la formation, parce que pour être capable d'apporter plus de valeur auprès de nos clients, les clients internes et in fine les clients externes, bah, ça veut dire que je vais repenser le périmètre du travail, hein, et donc je vais être amené à faire des choses que je ne faisais pas, et ça s'accompagne. Hein, et le risque serait de poser un processus, enfin une mise en œuvre de RPA, et une optimisation de processus, sans se poser la question, OK, mais comment est-ce que j'accompagne les personnes qui sont concernées dans cette montée en compétences et dans la capacité à appréhender de nouvelles activités euh, à plus forte valeur ajoutée, donc plus aussi valorisantes pour ces personnes-là, mais avec une nécessité de monter en compétences. et puis le troisième point qui est très important pour nous aussi, c'est le RPA, pourquoi pas, mais au service de l'amélioration continue. Alors, vous voyez deux graphiques qu'on appelle, alors celui de gauche s'appelle le diagramme de Nemoto et celui de droite, c'est le diagramme de Nemoto modifié. Je suis désolé pour les puristes, nous avons pris cette liberté. Mais en fait, comment ça se lit ça? Et vous voyez que on considère que on- le travail se répartit en trois catégories. La première catégorie, c'est la zone bleue. Quand on travaille, on applique certains processus. Ouais, et ces processus, ils ont été réalisés pour créer le moins de gaspillage possible. Et vous voyez que bah, plus on est sur le terrain, plus on a à travailler sur des stands, enfin, on a appliqué des standards et plus on monte vers le top management, moins cette application de standards est importante dans la journée. Puis on a la zone verte et cette zone verte, c'est la zone de l'amélioration continue. C'est cette zone qui concerne tout le temps qu'on va passer à améliorer les processus pour éliminer au fur et à mesure toute cette non-valeur ajoutée, ces fameuses zones rouges qu'on voyait dans les diagrammes précédents. Et puis, euh, la zone orange, c'est la zone de l'innovation. Alors, c'est une autre forme d'amélioration, mais c'est une amélioration discontinue quelque part. C'est une amélioration de rupture. Et on voit que c'est justement, quelle valeur on va pouvoir donner aux clients. Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qui vont nous faire gagner en productivité ou autre. Donc, vous voyez que en fonction d'où on se place dans la hiérarchie de l'entreprise, entre le terrain et le top management, eh ben, nos journées vont être consacrées à appliquer les processus, améliorer les processus ou innover dans de nouveaux processus. Et tout ça va se répartir en fonction de notre position hiérarchique. Si on met en place un RPA, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, on va libérer du temps et notamment on va libérer du temps aux personnes qui sont sur le terrain puisque ce sont ces personnes-là qui appliquent le plus les processus. Donc on voit que cette zone verte, notamment dans le bas de la pyramide hiérarchique, va permettre de grossir. Et donc c'est le temps disponible qu'on voyait tout à l'heure, nous on considère qu'il faut en consacrer une partie à créer de la valeur pour le client et une autre partie pour continuer sans arrêt à améliorer les processus pour éliminer au fur et à mesure l'ensemble des tâches à non-valeur ajoutée. Donc là encore, on voit que pour nous, le RPA peut être une formidable opportunité de consacrer plus de temps à l'amélioration continue et comme le disait Mathieu, dans la dimension humaine, consacrer plus de temps à l'amélioration continue, c'est aussi impliquer les gens du terrain dans l'amélioration des processus. Alors, en complément, hein, et je rebondis sur ce que vient de dire à l'instant Laurent, on a des problématiques quand on lance des démarches d'amélioration continue, c'est le manque de disponibilité des équipes. Hein. On nous dit, mais ouais, mais ils n'ont pas le temps, donc se dégager, sortir quelques heures pour faire de la résolution de problèmes ou quelques jours pour participer à des chantiers d'amélioration, c'est pas simple. Donc là, à un moment, on se dit, bah,
le RPA doit faire gagner du temps, on l'a vu tout à l'heure, eh bien ce temps-là doit être en partie réinvesti dans l'amélioration. Je dis en partie parce qu'il peut y avoir des activités qui sont propres à d'autres créations de valeur pour le client, mais il y a une partie qui doit être, in fine, consacrée à l'amélioration continue, à des activités de création de standards, de formation, de résolution de problèmes, d'animation de performance. Et tout ça, ça contribue à une dynamique collective qui est clé, en fait. Voilà. Et c'est une façon de ne pas subir le RPA. Voilà. Et quand on est dans cette dynamique globale, où en fait on intègre l'optimisation des processus, la robotisation et l'automatisation, et puis la dimension dynamique collective, alors on est dans une approche qu'on considère être lean. C'est en ce sens où Laurent disait, le RPA peut être compatible avec le lean dans ces conditions. Et clairement, on ne voit pas le RPA comme il peut l'être vu par d'autres personnes. C'est un parti pris, mais en ce qui concerne, le RPA n'est pas compatible avec le Lean s'il est vu comme un outil de cost-cutting dont les gains principaux vont être des ETP qu'on va pouvoir gagner à la fin. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment le RPA comme un outil d'amélioration et d'apport de plus de valeur ajoutée aux clients, ce qui revient à l'essence même de la démarche Lean. Alors, comment on va faire tout ça? Est-ce qu'il y a des questions, Mathieu? Je ne vois pas. Alors, il n'y a pas de Quelques questions à ce réactions. stade complémentaire. Ouais. Patrick, je voudrais juste savoir si on a bien répondu à votre question. Vous pouvez continuer à interagir. Oui, merci Patrick. Voilà, s'il y a d'autres questions ou commentaires, n'hésitez pas, intervenez. Donc on continue, et maintenant on continue, mais comment on met en œuvre ça? Ah, Alors, il y a une alors faut-il question. former, alors excuse-moi, ouais, faut-il former Ouais. les collaborateurs? J'imagine, faut-il former au RPA? On va venir dessus dans le processus de mise en œuvre, mais clairement, l'enjeu, c'est pas que les collaborateurs soient des experts de paramétrage RPA, hein, parce que chacun son métier. Il y a des gens dont c'est le métier. Par contre, une fois que le RPA est posé sur un processus, l'amélioration et l'optimisation au fil de l'évolution du processus, parce qu'un processus ne doit pas être figé dans le temps, sinon on n'est plus dans une démarche d'amélioration continue, alors le paramétrage peut être fait par directement les opérationnels. Par des opérationnels, pas par tous, par des personnes qui sont identifiées et qui du coup sont formées à ça. Sur un RPA qui est paramétré, qui existe déjà, comment est-ce qu'on le fait évoluer au fil des améliorations du processus. Alors Patrick, Alors, cependant, le nombre, oui. ouais, Patrick, le nombre des ETP est impacté avec le RPA. C'est le risque, en fait. C'est-à-dire que lorsque le projet RPA ou la dynamique RPA est dans une dynamique de productivité en réduisant le nombre de TP, nous, on ne s'inscrit pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que on peut faire des gains de productivité. La question, c'est que fait-on des équipes et du temps disponible qu'on a gagné. Pour nous, il est, à travers de la formation, à travers de l'accompagnement et des dynamiques collectives, il doit être reversé à des activités qui permettent, in fine, la croissance de l'entreprise. Okay, quand on commence à être dans des dynamiques, et ça existe, de réduction d'effectifs suite à cette dynamique-là, nous, on veut pas être dans ces schémas-là. En tout cas, on considère que c'est pas lean, quoi. Alors, Ben, quand je ça disais former réagit. les collaborateurs, c'est former à autre chose que le RPA. Exemple soft skill et strat client. Ben oui, ouais, c'est bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que puisque on considère qu'à un moment le RPA doit être dans une dynamique lean qui est plus large que ça, avec des outils d'amélioration continue et puis des dynamiques collectives, évidemment, ça s'accompagne sur les trois axes que Laurent va vous expliquer là, de formation en fait, de montée en compétences. Et c'est pas uniquement de la formation RPA, en effet. Juste, Julien, donc on est toujours sur cette problématique de productivité versus donc gain de productivité pour payer des investissements.
encore une fois, ce que disait Mathieu, nous, on considère que ce soit le RPA ou le Lean, le retour sur investissement va être une croissance de l'entreprise. Qui dit croissance de l'entreprise dit résultats supplémentaires. Et c'est ces résultats, c'est pas l'économie qu'on va faire sur la masse salariale qui va payer les investissements, mais c'est la rentabilité supplémentaire liée au chiffre d'affaires et aussi à la réduction des coûts de non-qualité qui va venir payer les investissements. Mm. Après, il y a des cas hein, où il y a des services où on réduit l'effectif parce qu'on met en place du RPA, mais les personnes qui, du coup, bougent de ces services-là sont réaffectées à d'autres choses, d'autres tâches qui sont à valeur ajoutée. D'accord? Et c'est une façon. Alors, on peut, d'un point de vue global, on n'a pas fait de productivité au sens de l'entreprise, hein, mais par contre, d'un point de vue local, on a fait de cette productivité-là. Et d'un point de vue global de l'entreprise, on a forcément fait de la croissance au sens on apporte plus in fine vis-à-vis des clients, quoi. D'accord? Et ça, c'est la clé, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on crée de la valeur, on est dans de la proposition de valeur complémentaire auprès des clients, ça se valorise, hein, et c'est tout l'enjeu, quoi. Donc il y a un vrai équilibre, Julien, effectivement, entre le court terme, le moyen terme et le long terme, parce que évidemment, le fait de créer des propositions de valeur nouvelles, d'amener plus de services aussi hein, sur ce qu'on est déjà capable de fournir au client, d'être plus proche de lui en meilleure compréhension. Évidemment, bah, il y a des temps qui peuvent être longs, plus longs en tout cas. Euh, et l'enjeu, c'est comment est-ce que l'entreprise est capable euh, d'absorber ça, hein, la montée en puissance en fait de l'entreprise dans la mise en œuvre de cette dynamique de progrès, quoi. Hein. Alors, comment va-t-on faire cela? Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous expliquer un peu comment, concrètement, on mène la démarche de mise en œuvre d'un RPA. Donc, comme vous le savez, on est spécialisé dans la transformation globale des entreprises. Et qui dit transformation globale dit qu'en fait, on intervient sur trois dimensions, trois composantes de l'excellence qui sont l'excellence opérationnelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'excellence opérationnelle? C'est la mise en œuvre d'outils qui vont tendre vers une meilleure qualité et un juste nécessaire. Mais ça fait maintenant plusieurs années qu'on sait que la réussite d'une démarche de transformation, ça passe aussi par l'excellence relationnelle et managériale, puisque ça nécessite un changement de posture vis-à-vis du management. Et puis, comme on le disait, un certain nombre de formations, un certain nombre de redirection de personnes d'un service vers un autre. Et puis, depuis maintenant quelques années, on parle d'excellence digitale. Et ce qu'on pense, c'est qu'il serait réducteur, voire potentiellement dangereux, de ne prendre le RPA que dans sa dimension excellence digitale. Et concrètement, nous, on mène des chantiers RPA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chantier de démonstration? Très rapidement, nous, un chantier de démonstration, c'est c'est une équipe pluridisciplinaire qui va se mobiliser sur un axe d'amélioration dans un périmètre bien défini. Ce chantier est limité dans le temps, ça va durer 3 à 4 mois, et l'idée est de montrer qu'avec une équipe, avec les gens du terrain, avec cette équipe pluridisciplinaire, on va pouvoir avoir des résultats significatifs au bout de ces quelques mois. Ça s'articule sous la forme d'un PDCA, donc avec une journée de préparation qui va permettre de comprendre les enjeux, de recueillir des datas, de constituer l'équipe et de fixer des défis. Et ensuite, on a une phase intensive qui va être de 3 à 5 jours consécutifs avec l'ensemble de l'équipe. Et là encore, je le redis, avec une équipe pluridisciplinaire. Ça sera ensuite, cette équipe va se réunir pendant ces 3-4 mois au rythme d'une journée par semaine, avec 3 journées où le consultant sera là pour les accompagner, de manière à avancer dans le plan de progrès, à tester les actions mises en œuvre, à lever les freins. Et puis, la journée de clôture qui permettra de faire le bilan, de décider de la suite et puis de célébrer les résultats obtenus et de partager à l'ensemble du comité de direction et aux autres équipes le travail réalisé. Alors, pour un chantier RPA, voilà comment on imagine les choses. Vous voyez, vous avez ces trois dimensions et on va choisir un processus. Ce processus,
Une fois choisi, on va faire cette phase intensive avec une équipe pluridisciplinaire où là, évidemment, dans le côté pluridisciplinaire, on intégrera forcément des collaborateurs de la DSI. Ça va permettre d'identifier les cas d'application RPA, le choix des applications, et d'un point de vue plus opérationnel, on va faire ce qu'on appelle une cartographie de l'état actuel du processus pour déterminer là où on va pouvoir avoir des progrès, là où on va pouvoir améliorer le système. Et on va commencer à construire la cartographie cible du processus que l'on veut atteindre d'ici 3 à 4 mois, plus tout ce plan d'action qui va permettre de mettre en œuvre et d'arriver à ce processus cible. Lors du suivi, on va commencer à mettre en œuvre le plan d'action, on va tester le nouveau processus. D'un point de vue du RPA, le tester lui aussi. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, quand Mathieu répondait aux questions, on va former les équipes, les former à peut-être certaines parties de l'équipe à la construction de ce RPA, mais aussi à son utilisation, à appliquer les nouveaux standards qui vont être réalisés, etc. Et puis, il y aura après, une fois qu'on aura fait la clôture du chantier, on va avoir une forme de gouvernance pour pérenniser les gains obtenus. D'abord, les gains, il faut savoir que quand on fait un chantier, on vient vérifier qu'on a bien obtenu les gains qu'on voulait, ce qui permet aussi d'étendre ensuite, parce qu'on sait ce qu'on a gagné ou ce qu'on n'a pas gagné quand ça se passe moins bien. Mais pour pérenniser ça, on va mettre en place une gouvernance avec un pilotage, des rituels, avec des indicateurs. Et dans ces indicateurs, on prendra soin de mettre aussi des indicateurs liés à cette nouvelle entité qu'on appelle le RPA. C'est-à-dire, est-ce que le RPA a fonctionné 24 heures sur 24 ou est-ce qu'on l'a peu utilisé? Est-ce qu'on a eu beaucoup de cas où il a fallu une intervention humaine? Est-ce qu'on a eu des erreurs, etc. Et on va piloter ce nouveau processus à la fois en pilotage global du processus et en pilotage un peu plus fin et microscopique au niveau du RPA lui-même. Oui, en complément, je réagis à des commentaires, des questions aussi, hein. Effectivement, à travers cette façon de faire, hein, ce mode chantier pluridisciplinaire, on mélange, c'est pas une couche RPA qui vient de nulle part et qui est subie en fait, hein. C'est totalement intégré dans une dynamique collective d'amélioration. Et en fait, on touche l'état d'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'à travers ce mode chantier, c'est une façon de nous assurer que l'on met en place une optimisation de processus et une automatisation, une robotisation du processus, mais dans l'esprit du lean, en fait. Et c'est une clé, hein, Christophe, hein, c'est fondamental, quoi, hein. C'est-à-dire que après, le contexte, des fois, des entreprises peut être problématique. C'est-à-dire que, alors, il y a deux choses, hein. On considère qu'à un moment donné, ça peut être une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a du temps disponible, et c'est l'occasion, hein. Toyota n'a jamais si bien lancé sa démarche que parce qu'elle était au bord de la banqueroute, hein, faut quand même se le rappeler. Donc, c'est aussi, si on voit le côté positif des choses, hein, des entreprises sont dans la difficulté, mais le fait de lancer une dynamique de progrès peut leur permettre de mettre chacun dans la chasse au gaspillage. A-t-on besoin du RPA à ce moment-là? C'est une autre question, hein. Et ce serait un peu long d'y répondre, mais en tout cas, de mobiliser toutes ces équipes sur la performance. Et puis après, c'est vrai que si le cash des entreprises manque, alors là, c'est compliqué parce que juste le temps d'investir, que ce soit à travers du RPA ou juste une dynamique lean sans cette technologie-là, bah, l'entreprise ne l'a pas, quoi. D'accord? Et donc là, il y a effectivement des décisions à prendre, mais qui ne sont pas liées à la dynamique d'amélioration continue. Et voilà. Et pour répondre à Camille, vous aurez accès, je pense comprendre la question, ce doc-là sera accessible en PDF à l'issue du webinaire, hein. Alors, juste un petit exemple. Alors, désolé pour la photo un peu floue, mais vous voyez là, hein, en haut à gauche, les équipes ont reproduit le processus actuel sous différentes formes. Alors, en général, dans notre standard, les post-it roses, ce sont des problèmes, hein.
Ce sont des non-valeurs ajoutées ou des problèmes qui se posent. Donc, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Et puis, cette équipe que vous voyez travailler, donc là, vu les accoutrements, je ne pense pas qu'on soit dans la banque, mais peut-être plutôt dans la pharmacie ou dans l'agroalimentaire. Mais vous voyez que les équipes sont au travail, hein. Là, on doit être dans une phase intensive d'un chantier. Et puis, vous avez la construction du nouveau processus. Et dans le cas du RPA, encore une fois, hein, ce n'est pas le processus qu'on va automatiser, mais c'est aussi, on va justement chercher à quel niveau où les tâches sont suffisamment répétitives, où il n'y a pas trop de variabilité, etc. On voit qu'à un endroit dans le nouveau processus, on va pouvoir venir mettre un RPA avec une zone qu'on a appelée RPA compatible. Et l'intérêt de ces chantiers, mais comme vous le voyez, hein, c'est que ce sont les opérationnels, ce sont les gens qui connaissent le terrain qui vont participer à trouver les solutions et à en mettre en œuvre le nouveau processus. Nous, en tant qu'on intervient pour vous apporter la méthodologie, pour vous apporter, pour éventuellement réinfléchir d'un côté ou de l'autre si on voit que la méthodologie n'est pas suivie. Mais en aucun cas, c'est nous qui apportons les solutions. Voilà. Et puis dans les chantiers RPA, ce qu'on peut aussi vous apporter, c'est venir avec des gens qui sont capables de mettre en œuvre un RPA en termes de programmation, par exemple. Mais Mathieu va vous en parler mieux que moi. Non, mais ce qui est intéressant là, dans ce qui se passe dans ces chantiers-là, c'est puisque euh, on y met les compétences requises, hein, à commencer par les utilisateurs des processus, hein, les opérationnels. C'est quand même la clé, hein. On est là pour répondre à leurs problématiques et l'optimisation passe par eux. Et voilà. Et donc, en mettant en plus la compétence, des compétences externes de méthodo et de RPA, on arrive à des situations de confrontation qui sont saines, hein, confrontation n'étant pas affrontement, hein, confrontation étant le partage de points de vue différents et surtout d'arriver à une solution qui soit euh, celle de l'équipe, quoi. D'accord? Une fois qu'on a échangé, on est d'accord, et finalement, l'automatisation n'est pas subie. Après, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe de cette équipe qui est une équipe chantier au reste des équipes, hein, opérationnelles pour expliquer, donner du sens, raconter l'histoire qui s'est vécue dans ces chantiers-là pour que l'ensemble des équipes des différents services s'approprient la transformation qui suit. Alors, quelques exemples pour vous montrer que, en fait, alors souvent, c'est vrai qu'on pense banque, assurance, mais ce sont des technologies qui peuvent être implémentées dans de nombreuses activités, dans des activités commerciales, de marketing, bien sûr, avec des gestions de bases de données, euh, des, ou des gestions de bases de données clients ou prospects en lien avec le CRM, des processus d'interaction avec les clients, des suivis de satisfaction, des problématiques de SAV. C'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans les supply chain, soit d'un côté réception de factures ou de paiement, soit le côté plus gestion des besoins en planif, en commande, en ordo. Bien entendu, on va aussi trouver ce genre d'outils en RH. Bon, on l'a vu, un autre petit exemple sur la gestion des frais, mais ça peut être aussi les heures, les payes, les congés, etc. Tout ce qui concerne la finance et la comptabilité, la gestion des dépenses, les rapprochements comptables, les clôtures comptables. On trouve aussi souvent ça dans tout ce qui est gestion de l'eau, que ce soit en agro ou en pharma. Euh, Lorsqu'il faut assurer une traçabilité de l'eau, là on est aussi dans le côté, on le voyait, conformité et réglementation. Voilà, et puis en fait, dans tous les domaines d'activité, partout où il y aura des constructions de tableaux de bord, des KPI à suivre en automatique, on pourra mettre en œuvre du RPA. Voilà, donc vous voyez, les champs d'action sont assez larges et évidemment, la liste n'est pas exhaustive et je pense que ce sont des technologies qui vont encore plus se développer dans l'ensemble de nos activités. Voilà, pour finir, eh ben, C'est un point clé. On a évoqué ça tout à l'heure
avant de lancer un chantier, il faut sélectionner le périmètre du processus qu'on veut optimiser et en partie automatiser, hein. Et ça, c'est important de poser un certain nombre de critères de sélection de ce processus-là pour notamment quand c'est le premier, pour en faire une vraie démonstration, quoi. C'est-à-dire que pour embarquer les équipes, pour décloisonner, c'est l'occasion à un moment d'aller vers le décloisonnement, le désilotage de l'organisation, hein, et donc de choisir aussi les services impactés. Ça permet aussi d'aller agir sur l'organisation que l'on souhaite pour notre entreprise, évidemment avec des impacts, hein, qui peuvent être des impacts de satisfaction client en premier lieu, de qualité interne et d'efficience, évidemment, hein, de façon à pouvoir utiliser les ressources de l'entreprise le mieux possible pour aller vers plus de performance, etc. etc. D'accord. Donc, évidemment, quand on regarde ça, beaucoup de processus peuvent être concernés. Le choix est clé, quoi, hein. Alors, on est bien sûr à votre disposition. Déjà, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On vous demande un petit travail, c'est de prendre 2 minutes pour, parce que on aime bien savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Ce qui nous intéresse bien au-delà des notes, c'est vos commentaires. Si aussi vous avez des envies de sujets de webinaire, vous pouvez éventuellement nous les donner. Que vous dire de plus? On est visible sur Facebook, sur LinkedIn. On est à votre disposition. Moi, par rapport à la question de Camille, est-ce que vous aurez accès à des chantiers RPA? On est à votre disposition si vous voulez en faire un, bien entendu, dans votre entreprise. Voilà, que ce soit Camille ou tous les autres participants. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. On vous retrouve très vite. Ouais, on vous retrouve très vite pour de nouveaux webinaires et on aime bien, comme à chaque fois, après chaque webinaire, poursuivre la conversation à travers LinkedIn, à travers les mails, le téléphone. On est dispo et c'est évidemment sans engagement. Et si après des chantiers peuvent être accompagnés, on serait très heureux d'aller sur le terrain avec vous. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux webinaires.